Cloud privé, cloud public, donc la stratégie qu'il faut adopter, s'il y en a une qu'il faut adopter. Et je te laisse présenter Vivier. Oui. Je vais commencer par vous présenter rapidement VP et VP Tech pour que vous compreniez un peu le contexte derrière les choix qui ont été faits par la suite. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas VP, anciennement aussi appelé sous le nom de vente privée, c'est un e-commerce en ligne où on va vendre des invendus d'autres marques sous forme de flash sales, donc de vente temporaire. Et on va vendre les invendus d'autres marques sur notre plateforme. Et VP Tech est tout simplement la communauté tech de VP. Pour vous expliquer un peu sous forme d'une infographie ce que fait VP Tech à VP, alors en fait, ils vont supporter la croissance du business de VP, du sourcing jusqu'à la porte du client et bien sûr en passant par le shooting studio, le front avec 4,5 millions d'utilisateurs par jour unique, aussi en passant par le paiement parce que les consommateurs doivent bien payer leur panier, et aussi en passant par la logistique avec la prise en charge de nos entrepôts, puisqu'on envoie par jour 90 000 colis, jusqu'à bien sûr la porte du client. Pour endosser tout ça, on a une team de 800 personnes. Donc dans notre team, on a des divers profils pour pouvoir répondre aux besoins et rapidement de tous les enjeux de VP. Donc on a une majorité de développeurs, on va avoir des data, des architectes, des product owners, des ingénieurs, des quality analysts, des SRI, des UX UI et enfin des technical support. Et toutes ces 800 personnes sont basées dans 6 pays différents, dans 11 bureaux. On a 80 teams produits et ils utilisent à peu près plus d'une cinquantaine de technos. Si on est basé dans autant de pays, c'est parce qu'on veut laisser le choix à nos collaborateurs de pouvoir travailler d'où ils veulent, de pouvoir dépasser les frontières pour pouvoir avoir le plus de nouveaux talents possible. On est basé par exemple en France, en Espagne, en Pologne, aussi en Israël. Et on travaille en team distribué, donc chaque team ne dépend pas d'une position géographique. On peut bosser, il y a un lead dev qui peut être basé à Barcelone, l'autre qui peut être basé à Paris, pardon. Et voilà, donc on utilise aussi une cinquantaine de technos. Pourquoi autant de technos? Tout simplement parce qu'on laisse le choix à nos techs de choisir les technos qui leur vont le mieux pour leur projet, pour qu'ils soient le plus agiles possible. Alors voilà un exemple des technos qu'on utilise. Je vous laisse lire. Pour aujourd'hui, pour présenter notre stratégie cloud, on va accueillir Jean-Baptiste Kampf, VP ingénieur, et aussi président de Vidéolan, et aussi Étienne Fli-Sainte-Marie, lead IT de la Foundation Tribe. Je laisse maintenant le stage à Julien pour présenter Carrefour. Merci. Merci Louise. Vidéolan, j'utilise DLC constamment, comme tout le monde. Bon, Carrefour, voilà, je vous mets, vous connaissez, juste pour savoir si vous connaissez Carrefour. Ouais, ça va, on est OK là-dessus. Bon, très bien. Carrefour IT, vous connaissez peut-être pas, parce que l'IT chez Carrefour, c'est assez récent en termes de communication externe. C'est là depuis très longtemps, évidemment, mais en termes de communication externe. Juste pour vous mettre quelques petits chiffres là sur Carrefour, donc tu vois, on va faire la battle des chiffres. Tu disais 4,5 millions de visiteurs chaque jour. Nous, sur l'ensemble des sites e-commerce, on est à 1,3 million. On a 1071 markets en France. Le nombre de passages en caisse quotidien, voilà, de tous les gens qui vont à Carrefour, c'est 11 millions. Le chiffre d'affaires en 2019, c'est 80,7 milliards d'euros. Bref, je ne vais pas vous lire tous les chiffres qui sont ici, mais en gros, vous connaissez Carrefour. Voilà l'entreprise qui déploie son IT. Et qu'est-ce que c'est l'IT chez Carrefour? Je vois que ça a été masqué ici. En gros, l'IT chez Carrefour, c'est toutes les sous-directions que vous pouvez voir là. Donc ça regroupe la data, ça regroupe le support, ça regroupe ce qu'on appelle architecture, technologie et sécurité, qui seront représentés par Eric, François-Xavier et Pierre-Emmanuel qui vous feront la présentation cloud ensuite. On a de la Software Factory, ça ce sont des devs qui sont vraiment là pour utiliser les technos, les outils et les implémenter chez Carrefour. On a tout ce qui est plateforme magasin évidemment, tout ce qui est la supply, plateforme client, plateforme marchandise, toute la transformation. En gros, la tech, comme on l'entend, mais chez Carrefour dans une boîte, donc une vieille boîte française, qui tend maintenant à se renouveler. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que Carrefour a un plan sur 2026 100% cloud,
toutes les apps qui seront migrées dans le cloud. Et ça, c'est supporté aussi par la digital transformation. Voilà, le Carrefour doit devenir la digital retail company la plus importante en France et dans le monde à l'horizon 2026. Donc pour vous présenter Carrefour IT, nous aurons donc François-Xavier qui est ici, nous aurons Eric qui est à côté et nous aurons Pierre-Emmanuel qui est juste là, qui a changé sa photo parce que tu préfères cette photo, je suppose. Plus à jour. Ah, elle est plus à jour, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, on t'aura devant nous, donc on t'aura vraiment à jour. Et juste un petit avant-propos. Alors, merci pour cette présentation, Julien. Avant de commencer, juste pour replacer un petit peu le contexte encore une fois, c'est pas pour imposer une vision du cloud que le privé ou le public l'un meilleur que l'autre, c'est vraiment pour vous montrer des retours d'expérience parce que, encore une fois, le choix du cloud dépend de vos besoins et de vos entreprises. Donc, il n'y a pas une solution meilleure que l'autre. Bon visionnage. Voilà, on ne voulait pas faire la guerre des clouds. Il y a eu la guerre des clones, on ne voulait pas faire la guerre des clouds. Et donc la première présentation, ça va être le pourquoi. Et François-Xavier, je t'en prie. Bon, très bonne introduction, merci. Et ça va alimenter mon propos parce que chez Carrefour, en fait, on a eu du cloud privé à un moment parce que c'était utile. Et on est maintenant plutôt plus full cloud public. Donc pourquoi on est allé, déjà juste une petite introduction sur le pourquoi on est allé dans le cloud. Il y a les quatre, ce qu'on appelle un peu nos quatre piliers, hein, c'est le time to market, c'était une nécessité pour on avait beaucoup de problèmes de latence entre le moment où on développait et on était en prod et que c'était utile pour le métier. Donc dans nos architectures traditionnelles et dans nos data centers traditionnels. Donc le time to market, on a voulu aussi être une compagnie qui se centrait beaucoup plus sur la donnée, sur la data. Donc petit à petit, on a créé des data lakes, etc. On en parlera un petit peu plus tard également. Donc d'être data-centrique et donc client-centrique. Donc d'être capable de cerner mieux notre client. Le cloud nous a aussi apporté de l'innovation, en fait, où on avait beaucoup de mal dans nos data centers traditionnels à innover, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ça prenait entre le développement et la mise en œuvre 3 mois, des fois 6 mois. Donc dans ces conditions, quand on innovait, c'était déjà trop tard. Et puis le coût très important, évidemment, ça c'est le nerf de la guerre, hein. C'est comment être plus rentable, minimiser nos coûts d'infrastructure et d'opération. Parce que souvent on voit le cloud comme l'infra, mais il y a aussi tout ce qui est l'opérabilité de nos systèmes, où on dépensait énormément d'argent. Je touche ici. Oui. Ah non, les flèches. La flèche. Alors, je suis sur un ordinateur, c'est compliqué. On est dans la tech, on n'est pas dans la tech. Donc voilà, donc on s'est dit, ben voilà, c'est une bonne idée, il faut aller dans le cloud. C'est une histoire qui a commencé, alors on l'a fait commencer en 2019, mais en fait elle a commencé un peu avant. Elle a commencé en 2018, 2017, où avec l'arrivée un peu de notre nouveau PDG groupe de l'époque, et la volonté en fait de rendre, parce qu'avant Carrefour n'avait pas de site en propre Carrefour FR, et donc de monter ça, et donc la décision a été de monter la plateforme Carrefour FR dans le cloud. Et puis on a commencé un petit peu avec plutôt Azure et le cloud privé OVH à monter des infrastructures et à basculer dans le cloud. On n'avait pas à l'époque une stratégie vraiment move to cloud, build to cloud. Elle est venue en 2019. On a vraiment commencé à basculer de façon massive en 2019 vers le cloud. Donc voilà, on a, ça c'est la roadmap qu'on a suivie. Le cloud privé, à un moment, en fait, il y a eu une décision business de faire un partenariat avec Google.
et donc d'utiliser les plateformes de Google, GCP, avec BigQuery. Enfin voilà, les avantages qui nous permettent aussi d'être, comme je le disais tout à l'heure, plutôt data-centrique et donc client-centrique. Donc il est venu la question de, là, si on a Azure, on a OVH avec notre cloud privé, plus Google, on devait monter dans Google certaines choses. On a décidé de réduire, puisque là on était en train de démultiplier le nombre de clouds qu'on pouvait avoir. Donc on a décidé de fermer, avec le programme donc, Build to Cloud, de fermer la partie private à cette époque-là, en 2019 à peu près, quand il y a eu le partenariat avec Google, qui est bien connu, je pense. Et donc on a commencé donc, là à bouger massivement dans le cloud. On verra les avantages un peu tout à l'heure. Je ne vais pas empiéter sur la partie de Pierre-Emmanuel. Donc voilà. Donc maintenant la question c'était de se dire comment on arrive à accélérer, à aller plus vite. Et notre choix a été fait de fermer notre cloud privé et de se concentrer sur Azure et Google en cloud public, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et on verra d'autres raisons plus particulières tout à l'heure. Donc voilà, donc maintenant comment on fait pour accélérer et augmenter notre empreinte dans le cloud public de plus en plus. Et donc juste pour vous expliquer, avant que Étienne ne prenne la suite, en fait on n'a pas voulu faire une présentation Carrefour et ensuite une présentation VP ou l'inverse. C'est plutôt Carrefour et VP qui vont répondre à la même question et de deux visions différentes. Et là c'est pour ça que Étienne maintenant va présenter la partie VP sur le pourquoi. Bonsoir à tous, donc je suis effectivement Étienne Puy-Sainte-Marie, je m'occupe des équipes chez VP qu'on appelle la Tribe Foundation, qui s'occupe de délivrer de la tech pour les techs. Qui eux-mêmes délivrent de la valeur au business. Pourquoi on a choisi d'avoir une stratégie chez VP de partir sur du cloud privé? Je vais faire un petit retour en arrière du pourquoi, parce qu'il n'y a pas le choix en fait. En 2016, chez VP, on a une manière très à l'ancienne de gérer la production. On a une équipe infra qui est chargée de tout mettre en prod. Donc on est en 2016, VP est déjà à son apogée en termes de volume d'affaires, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement des semaines d'attente pour avoir des VM, des semaines d'attente pour délivrer en prod, énormément mais qui n'était pas à l'époque un mauvais choix parce qu'il fallait aller très vite. Vente privée a eu à l'époque une croissance absolument faramineuse, beaucoup de technologies Microsoft, donc très, très vendor-lock, un réseau de manière globale assez pauvre en termes de connectivité, latence, entre les buildings de bureaux, les data centers et les sites de logistique. Comme l'a expliqué tout à l'heure Louise, on a nos propres centres logistiques, des très gros centres. Et alors, clou du spectacle, de la production dans les bureaux. Et on rajoute là-dessus le fait que, en termes de gouvernance à l'époque, sur l'hébergement, c'était un petit peu la foire d'emploi, qui était aussi liée au fait que pendant beaucoup d'années, il a fallu aller très vite. Il y avait du Microsoft Azure, il y avait de la AWS, il y avait des data centers avec des salles dans des états absolument calamiteux et aussi de l'infogérance au milieu. Donc c'était un peu on va dire le statut à l'époque de 2016 chez VP. On était dans un mode ça délivre vraiment pas vite et c'est pas très clair sur quelle est notre stratégie. En 2016, il y a une nouvelle direction qui arrive, puisqu'il y a un nouveau CTO qui est nommé, qui s'appelle Julien Mangeard, qui est toujours le CTO, qui souhaite remettre la tech dans le cœur de VP et de son expertise. À l'époque, en 2016, il faut être très clair, la tech, c'est la porte au fond du couloir. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc VP Tech émerge à l'époque, et l'idée, c'est il faut attirer les talents, et c'est nécessaire de construire un cloud pour les attirer, plutôt que, alors c'est un peu trollesque, mais bon, c'est gentil, plutôt que de gérer des comptes cloud. Et à l'époque, il y a déjà l'idée de se dire, sortons de cette idée d'avoir une seule équipe infra qui délivre en prod, ça n'a aucun sens. Il faut que les teams soient autonomes pour déployer. On est déjà en 2016-2017, le cloud public est déjà là, enfin on est déjà à une nouvelle ère. Et le but, bien sûr, de tout ça, c'est accélérer le temps de déploiement
et que les équipes puissent provisionner comme elles veulent. On était déjà à l'époque où on pouvait délivrer des centaines de VM, ça ne devait pas être un problème. Et bien sûr, l'idée, c'est que ce principe de dire « je veux consommer des ressources », il ne doit pas être compliqué. Il ne faut pas qu'on galère à créer une VM, il ne faut pas qu'on galère à avoir de la ressource. Et le point supplémentaire aussi, c'est de dire, malgré tout ça, il faut qu'on ait une approche, je vais l'appeler cost conscious, mais vraiment, il faut qu'on puisse maîtriser nos coûts, parce que le marché sur lequel on est, à savoir la revente de matériel des autres marques, il a une météorologie qui peut être hyper variante. On peut très bien, d'un quarter à l'autre, avoir potentiellement beaucoup moins de stocks, ou d'une année à l'autre, parce qu'on est tributaire de récupérer les stocks des marques, en fait. Donc on a une approche sur laquelle il faut vraiment maîtriser ses coûts. Et, point aussi important, à l'époque, les équipes, elles n'ont aucune conscience de leurs coûts. Donc on avait la volonté de dire, il faut que les gens sachent combien ils coûtent. Parce que c'est bien joli de déployer un produit sur 300 VM, mais si derrière, le produit il rapporte 5 € par jour, il y a peut-être un calcul à faire. Ou en tout cas, réfléchir à est-ce que c'est la bonne strat qu'on a pris. Et le dernier point, c'est que le CTO Julien qui arrivait, il vient d'un monde de l'open source, du monde du build, versus le monde du buy, à savoir le monde du vendeur. C'est-à-dire qu'en termes de database, on vient d'un monde MS SQL avec des énormes instances MS SQL, Oracle aussi, très centralisé. Et l'idée là, c'était de dire, les gars, on va faire des équipes produits, on va distribuer le ownership de la data. Donc les gens doivent aussi récupérer leur database avec du Postgre par exemple. Et pour le storage, on vient du monde de l'EasyLon et ce genre de choses. On est en 2016 et en 2017, il y a déjà des technos qui sont assez matures dans le monde de l'open source qui s'appellent Ceph. Pareil pour VMware versus KVM. Donc voilà globalement quelle était la direction de la technique à l'époque et comment on a réussi à l'implémenter. C'est qu'on avait une opportunité. C'était quoi l'opportunité? C'est qu'en 2016, vente privée, est devenu VP. VP a racheté ses deux concurrents du Nord et du Sud. Privalia qui adressait le marché espagnol, italien, mexicain et brésilien, si je ne dis pas de bêtises, et Vente Exclusive qui adressait plutôt le marché Benelux. Vous imaginez bien que les trois sociétés, elles avaient 15 ans derrière elles, elles n'avaient absolument pas la même plateforme, mais qu'à un moment, il allait falloir rationaliser et se dire on allait vers du one platform, puisqu'on faisait tous le même métier, à savoir du déstockage. Donc, on allait construire plein de nouveaux softwares. Et il y avait quand même une belle opportunité de le faire d'une manière moderne, comme je l'expliquais juste avant, c'est-à-dire beaucoup d'autonomie, beaucoup d'ownership dans les équipes. Et le point qui est quand même aussi important, c'est que déjà à cette époque-là, VP, c'est plus une scale-up ou une start-up. Donc, on sait déjà très bien gérer les tempêtes d'ouverture. Parce que faut vous imaginer que quand on vous dit les chiffres de visiteurs uniques, ils arrivent tous à 7h du matin quasiment. Donc on prend une tempête qui est, à l'époque en tout cas, je crois qu'à l'époque on était e-commerçant numéro 1, on n'était pas très loin, mais c'est quelque chose qui est maîtrisé, et en termes de scalabilité, on sait où il faut aller. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est que déjà à l'époque, on sait qu'on n'a pas besoin d'une scalabilité infinie, on connaît nos volumes, on sait vers où on doit aller. Donc globalement, c'est ça à peu près le pourquoi on a voulu construire notre cloud privé. Et je laisse de mémoire. Eh ben non, c'est moi qui continue. Comment on l'a fait? De 2016 à 2019, on s'est lancé sur construisons les core services d'un cloud privé qui vont adresser à peu près 80% des besoins des équipes chez VP. On a pris le parti de dire, les équipes, je vais faire une métaphore, elles ont besoin d'une bonne Mégane Renault, dans plein de cas. Elles n'ont pas besoin d'un autobus et elles n'ont pas besoin d'une Ferrari. Il y en a certaines qui vont en avoir besoin. Celles-là, on va les traiter différemment. Mais par contre, les autres, on va les traiter simples, efficaces. On a une très très grosse ambition de faire du KISS, du Keep It Simple. Donc on va faire les blocs qui sont nécessaires pour faire de l'hébergement efficace. De l'authentification, du storage, du code CI/CD, donc du GitLab, du compute, du GLCLB parce qu'on va être sur plusieurs data centers, donc on va permettre à nos clients de dire bien sûr que tu ne vas pas être en mono data center et on va te donner l'opportunité de balancer ton trafic selon les DC. On va déployer aussi des stacks d'observabilité, du DNS, du repository manager et tout ce qui est du back. Et à l'époque, on fait du shared backup et du shared DB parce qu'il faut aller vite et qu'on ne sait pas encore outiller le fait d'instancier des PostgreSQL ou des MySQL à la volée. Donc ça, c'est en gros 2016 à 2019. À côté de ça, donc ça, c'est les équipes qui build, mais à côté de ça, il y a des gens qui sont en train de développer du software.
Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pendant le build, on ouvre plein phare sur les public cloud. Parce que nous, on n'est pas en mesure, entre 2016 et 2019, d'adresser le besoin de tout ce que je vous ai listé. Donc l'idée, c'est pas d'arrêter les équipes dans leur développement. Donc, on ouvre les comptes public cloud s'il y a des besoins, et on achète massivement des hyperviseurs au VMware en mode open bar, allez-y, vous consommez, vous prenez ce que vous voulez, on ne regarde pas à la dépense, vous voulez prendre 300 VM avec 300 CPU, on s'en fiche, c'est pas l'idée. On ne doit surtout pas ralentir le delivery de VP à cette époque-là. Point très important, pendant notre build, bien sûr, très régulièrement, on déploie, alors je ne vais pas rentrer sur on est en Scrum et compagnie, en gros, on écoute nos clients en interne, on prend du feedback, sinon on ne veut surtout pas un effet tunnel et on sort au bout de 3 ans et on s'est complètement vautré sur ce qui était attendu. Donc, on développe, on montre, on teste et progressivement on prend des équipes un petit peu en échantillon et on teste nos produits comme ça en interne. Et bien sûr, on fait en sorte que tous ces produits soient disponibles au moins sur 2 data centers européens qui sont localisés dans 2 pays différents pour ne pas avoir des intercos identiques et faire en sorte qu'on ait un niveau de disponibilité qui soit quand même minimum. De 2019 à maintenant, eh ben, tout ce que je vous ai décrit comme services, on les a sortis en General Availability et ils ont clairement été plutôt massivement consommés par les 80 produits dont a parlé tout à l'heure Louise. Clairement, par contre, sur certains enjeux, c'est-à-dire par exemple migrer de VMware vers ce qu'on appelle chez nous VP Cloud, donc qui est notre cloud qui a été créé au-dessus de KVM, dans les technologies et LibVirt. On n'est pas parti sur de l'OpenStack, on a vraiment fait du très simple, efficace. Il faut que les équipes qui administrent ces machines, elles puissent se connecter dessus et regarder ce qui se passe sans avoir 300 layers d'abstraction entre les deux. Quand je dis qu'on prend du feedback de nos clients, si vous êtes un petit peu, si vous connaissez un petit peu tout ce qui est les technologies HashiCorp, dans cette zone entre 2016 et 2019, il y a une boîte qui s'appelle HashiCorp qui a émergé et qui a sorti un produit qui s'appelle Terraform qui permet de faire de l'infrastructure as a service. En 2016, ça n'existait pas. En 2016, en tout cas, personne n'y pensait. On pensait que notre cloud, il allait être consommé en API, que les mecs allaient coder les clients et tout. Et puis progressivement, nos clients nous ont dit « Franchement, Terraform, c'est pas mal pour gérer nos machines, les installer. » On a regardé, puis on s'est dit on va faire un provider Terraform maison. Parce qu'au moins, c'est la même manière que de faire du Terraform sur GCP ou AWS, ou tout autre cloud. Allons-y. Donc ça fait partie, par exemple, d'un bon exemple d'un feedback qui nous a permis de dire attention, les développements purs API, ça va pas être vraiment très consommé, il y a peut-être un autre truc à faire avec plus de valeur. Côté data center et backbone, pour pouvoir adresser ces services à l'échelle, chez nous ça veut dire beaucoup de network automation, donc on a des équipes qui sont plus maintenant des NRE ou des NetOps, qui sont très à l'aise avec tout ce qui est Ansible, nos équipements réseau, on n'a quasiment plus personne qui se connecte à la papa sur les équipements. C'est-à-dire qu'ils sont via du GitLab, e-commit, CI/CD, déploiement, et c'est Ansible qui va provider directement sur les équipements. Et aujourd'hui, on est même à l'étape d'après, c'est-à-dire que par exemple, on sait déployer un load balancer avec du BGP qui automatiquement est configuré sur les équipements. Il n'y a plus du tout de CI/CD, il n'y a plus aucune interaction humaine, tout est automatisé. Et progressivement, en fait, on va compléter notre offre de service parce qu'à l'époque, elle n'est pas encore complète avec ce qu'on attend dans cette méga de Renault dont je parle. On va gérer du backup à la demande aussi, donc les gens, on leur fournit des conteneurs de backup, ils gèrent leur backup. Du SSL, ils veulent consommer du SSL en Let's Encrypt, en Gandhi, en ce qu'ils veulent. On leur permet d'avoir un seul point d'entrée, on s'occupe du renouvellement, et derrière, on déroule sur des produits de plus en plus, avec un peu plus d'abstraction, on monte dans les layers. Donc, on a du load balancer as a service, comme je vous ai dit, et on a attaqué depuis 2019 orchestrateur as a service. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit avant, de 2016 à 2019, c'est open bar. Donc en 2019, moi quand j'arrive, puisque je suis arrivé en 2019, on me dit, alors écoute, chez VP, il y a du Docker Swarm, il y a du Nomad, il y a du Docker pur, il y a du Kubernetes, et il n'y en a aucun qui est maintenu quasiment. Parce qu'en fait, tu quoi? Et du Rancher V1, V2, tout ce que vous voulez. On me dit, comment tu fais? Tu as 65 chaudières devant toi, comment tu fais pour en avoir qu'une seule? Bien sûr qu'on n'a pas gagné la guerre en une semaine. Et tous ces clusters, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, on leur a dit, débrouillez-vous, vraiment faites comme vous voulez. Mais comme plein de gens, ils ont init leur cluster, ils ont installé leur swarm, ils ont installé tout ce que vous voulez. Et puis 6 mois après, le cluster, il est toujours là, il n'est pas maintenu. 2 ans après, il n'est pas maintenu.
et 3 ans après, il n'est pas maintenu, parce qu'il y a d'autres priorités, et que l'architecte qui s'y est collé 2 ans avant, eh ben, il a vraiment d'autres priorités. Donc nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, nous, on va prendre à notre charge de faire un orchestrateur as a service, donc un GKE, pour ceux qui connaissent un petit peu, et dans mes équipes, nous, on s'engage à maintenir en conditions opérationnelles et à jour toute la partie dont les gens ne doivent pas s'occuper, c'est-à-dire ce qu'on appelle le control plane, et le fait qu'ils aient juste à consommer du namespace, et ils sont sur un orchestrateur qui est comme s'ils étaient quasiment sur GKE. Et on construit progressivement la couche qui va au-dessus, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui du platform as a service. Alors, pour être très clair, on n'est pas mature encore sur cette partie-là, il faut être très honnête. On a essayé des choses, ça n'a pas marché, on en essaye d'autres. L'idée étant de abstraire complètement le côté infrastructure. Donc si on prend un peu la pyramide de l'hébergement, on a la VM, on a l'orchestrateur, on a la plateforme au-dessus. Le développeur, il devrait committer son code dans Git, et ça devrait déployer en production parce qu'il a décrit ce qu'il attendait. Bon, ça, c'est encore, on a tenté des choses, mais c'est pas encore, clairement pas ce qu'on voudrait faire. Mais on essaie d'y travailler, parce que l'idée, c'est que toutes les équipes, elles déploient de la même manière chez VP, parce que demain, je peux avoir une mobilité interne d'une équipe à une autre, il n'y a pas de raison que l'équipe A, elle ne déploie pas comme l'équipe B. Donc, c'est ça notre enjeu, et sur lequel on a encore du boulot. 2021-2022, les sujets sur lesquels on est en train de travailler, je pense qu'on est comme beaucoup de sociétés, on est sur tout ce qui est CSR, le waste. Un des points qui est assez cool quand on fait notre propre cloud, c'est qu'on connaît les bécanes. Donc en fin de compte, le waste, c'est nous qui le calculons. C'est nous qui avons la main dessus et qui pouvons dire dans quelle mesure chaque équipe, elle gâche 30, 40, 70% de la ressource qu'elle a allouée. Parce que mes équipes, elles achètent des machines quand il n'y a plus de place dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont à 100% de consommation. Elles sont committées, elles sont allouées. Mais en réalité, dessus, on a un gâchis qui est absolument monstrueux, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Sachant qu'en plus, on a une volonté, nous, de pas... Je sais qu'il y a des gens du cloud dans la salle. On n'a pas des facteurs d'overcommit de 12. On ne met pas 35 CPU pour une machine quand on a 2. Donc, on essaie de rester avec quelque chose où on considère que c'est OK l'overcommit. Néanmoins, on veut réduire le gâchis. Parce que les équipes aujourd'hui, elles ont du mal à se rendre compte qu'elles font du gâchis et que moi, mes équipes, quand j'ai plus de place, j'achète des machines. S'ils gâchaient moins, j'achèterais moins de machines et eux, ils auraient de la ressource dispo plus rapidement, tout simplement. Et bien sûr, carbon footprint aussi, donc c'est-à-dire aller mettre en face des équipes, c'est quoi leur empreinte carbone. Et aussi, on retravaille sur le billing parce qu'on a un modèle qui aujourd'hui arrive un petit peu aux limites. Donc, c'est un de nos enjeux. Un gros sujet actuel qui est de l'IAM. La maturité de VP sur l'IAM, elle est assez faible aujourd'hui, il faut se le dire. On vise à avoir un système vraiment d'autorisation qui est centralisé, qui soit auditable. On y travaille. Du KMS, du GSLB V2 parce que notre GSLB, il date de 2016 et qu'il faut maintenant faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Et comme je vous disais tout à l'heure, on travaille sur des solutions de déploiement unique au-dessus de Kubernetes, autour de tout ce qui est Argo CD, Flux CD, ce genre de choses. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à tacler parce que, mine de rien, faire converger 80 équipes produits sur une seule méthode de déploiement avec 20 ans de legacy derrière, il faut se lever tôt. Dans les choses qui se passent plutôt bien, c'est qu'on est vraiment devenu la default gateway des services dont je vous ai parlé. Et on va dire la gouvernance, c'est de dire, c'est quoi ton use case? Ton use case, il sort des nôtres, pas de problème, viens nous l'expliquer. Si nous, on ne sait pas faire, il n'y a aucun souci, on a des comptes public cloud, et je vous garantis qu'ils bident, il y a des gens dans la salle qui peuvent en témoigner, on n'a pas des comptes à 30 € par mois. Je vais vous donner un cas très concret, un data lake, aujourd'hui, on n'a pas développé un BigQuery maison, on n'a pas eu le temps. On va peut-être aller faire ça sur un cloud public. Qu'est-ce qui dit que demain on le changera? On ne sait pas, mais en tout cas, en termes de time to market, pour nous, ça n'avait aucune valeur de le faire, parce qu'on n'aurait pas le temps, on ferait ça mal, on a préféré aller sur des choses qu'on pense maîtriser, et ça se passe plutôt bien. Juste pour vous donner rapidement une idée de ce que c'est aujourd'hui, ça c'est le réseau interne VP, donc on administre nous-mêmes, donc on a des fibres noires entre tous les data centers, la logistique au niveau de l'Europe, et les bureaux aussi. Donc on a aujourd'hui on a nettoyé ce réseau qui est aujourd'hui en full DJ au minimum et on n'a plus de problème, on n'a pas de problème de latence. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu, alors c'est un peu geekoulol, mais c'est nos dashboards de suivi de consommation de tous nos liens avec nos intercos. Donc là on voit la région Île-de-France, la région Lyon, Bourgogne, Amsterdam,
Et ici, c'est Espagne. Et là-bas, vous avez tous nos transitaires au niveau européen, puisqu'on est notre propre opérateur. Puisqu'à un moment, quand on fait son cloud soi-même, il faut maîtriser du début à la fin, parce que sinon, à un moment, on fait le boulot qu'à moitié, quoi. Et juste pour finir, ce que je vous ai expliqué, c'est 60 personnes qui le font. Pour toute l'Europe et pour tous les services. Donc ça veut dire aussi maintien en conditions opérationnelles, build, le réseau, enfin tout ce que je vous ai décrit là dans tous les services, c'est une 60aine de personnes qui sont en Europe, Espagne, France, en full remote, à Pétaouchnok, à Amsterdam, et voilà. Et les équipes sont distribuées et on travaille très bien depuis 18 mois en full remote. On arrive à avancer, il n'y a pas de souci, et voilà. Excuse-moi. Oui. Question. Quand tu dis 80 personnes 60. 60, c'est build plus run ou c'est Oui, que run? build plus run. Tout notre enjeu, c'est automatiser. Notre enjeu, c'est le moins d'actions humaines possible, parce qu'à un moment, et je ne dis pas qu'on est parfait, hein, que ce soit très clair, je vous ai fait la big picture, bien sûr qu'on a des services sur lesquels on a du mal à être à jour, il ne faut pas se leurrer, hein, on parle de, comme il y avait les chiffres, on parle de 10 000, on a livré à peu près 10 000 VM, pour vous donner une idée, sur notre cloud, enfin tout compris, VMware et VP Cloud, on est sur une volumétrie d'à peu près 10 000 VM, dedans, et pas que nous, hein, nous on est notre propre consommateur, mais on a des services sur lesquels on est à la bourre, enfin on est comme tout le monde. Mais en tout cas, on est sur une volumétrie d'à peu près 60 personnes pour faire build plus run de tous les services. Donc effectivement, notre bande passante de delivery, elle est assez limitée. C'est pour ça que je vous dis, nous on fait une bonne Mégane Renault. Hein. On ne fait pas une Ferrari, non mais il faut être très honnête, hein, faire une Ferrari à 60, elle est en terre cuite quoi. Enfin, donc voilà en gros la strat qu'on suit et qu'on va continuer à dérouler dans les années à venir. On passe à Carrefour. Et on passe à Carrefour. Je vous laisse le micro. Si vous avez des questions, bien. Moi, j'ai un peu travaillé aussi sur la cible. En fait, bon, là, il y a un schéma pour expliquer la colocalisation qu'on a mis en place. Et donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a commencé sur du cloud privé aussi. Pourquoi on a commencé sur le cloud privé? Parce qu'on ne voulait pas, on connaissait le danger du cloud à ouvrir les vannes et que tout le monde consomme dans tous les sens et avoir des coûts qui soient pas contrôlés. Et on voulait donc créer en amont les outils qui allaient nous permettre de gérer ça. Donc on a créé ce cloud privé pour pouvoir créer notre outil de CI/CD qui s'appelle la J-Fabric, qui nous permettait d'automatiser au niveau du cloud. Donc on utilisait Terraform parce qu'on n'a pas réinventé la roue. Et créer aussi ce qu'on appelait le VPod. Le VPod, c'est une construction pour sécuriser nos accès au niveau du cloud. Donc, le VPod, c'est d'abord une couche réseau qui nous permettait de gérer tous nos accès Trust and Trust, parce qu'à partir du cloud, on accède quand même à tous nos magasins, à tous nos entrepôts et au siège. Donc on devait sécuriser ces accès-là. Et on a utilisé les différents outils que nous donnait le cloud pour mettre en place du airbag. On voulait être en capacité de contrôler ce qui allait se passer dans le cloud public. Et donc on s'est appuyé sur le cloud privé pour créer tous ces outils et pour faire aussi parce que c'est un changement culturel important dans l'entreprise, pour commencer à initier les gens à l'automatisation, l'utilisation du CI/CD, les dangers du cloud quelque part. Donc on est parti sur le cloud privé, et puis à un moment donné on s'est posé la question, que c'est posé aussi VP, est-ce qu'on maintient une plateforme, ou est-ce qu'on se dit, on a besoin du cloud public parce qu'ils ont des offres sur étagère, et c'est ce qu'on veut faire pour le Big Data, c'est ce qu'on avait utilisé aussi pour le Carrefour FR, pour le site Carrefour FR. Donc on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on veut tenir deux plateformes? On se dit, on fait le virage, on va directement sur le cloud public, en mettant ces outils de contrôle. Et on parlera après du FinOps, je ne vais pas l'évoquer maintenant. Mais on s'est mis en amont tous les outils pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérapage important, il y en a toujours, mais qu'il n'y ait pas de dérapage important sur le cloud public. Donc après, comme on l'a expliqué, donc on a migré, donc on a commencé par Carrefour FR qui était sur Azure, donc on avait Azure historiquement avec Carrefour FR, on a migré. Après on a fait ce partenariat avec GCP, donc on avait GCP, donc ça c'est un peu les outils qu'on nous a donnés pour migrer des data centers. Et après on va évoquer ce qu'il y avait autour d'Oracle. Donc quand on a migré notre premier DC, donc on avait les mêmes data centers qui ont été évoqués, poussière, toile d'araignée, tout ce qu'on veut, multi-produits, de l'Oracle entre autres, des bases de données Oracle, et on nous a dit, ça maintenant vous devez migrer dans le cloud. Donc on s'est dit comment on va faire? Parce que là, il n'y a pas de solution de cloud privé pour pouvoir héberger. Donc il fallait qu'on trouve un endroit où on puisse mettre nos bases d'Oracle, où on puisse mettre ce qu'on allait migrer des data centers, et rapprocher les applications. Et donc là, on s'est posé la question, on a dit, on va faire ça sur du colocalisé. Parce qu'il existe aujourd'hui des zones colocalisées.
où on peut retrouver les différents cloud providers, que ce soit Azure, Google, on va parler d'AWS, comme ça je l'aurais dit, et Oracle. Et donc on a trouvé sur Francfort cette solution, et on s'est dit, ben, c'est là qu'on va atterrir pour faire notre move to cloud. Parce que en dehors des premiers data centers qu'on avait bougés, on avait donc deux gros data centers qui étaient data centers qu'on disait internationaux, qu'on devait bouger avec une échéance courte, puisqu'en fait les contrats arrivaient à échéance, on avait 1 an pour les bouger, pour ne pas renouveler le contrat. Donc en 1 an, il a fallu trouver toutes les solutions pour pouvoir bouger et des applications et dans le cloud, et je vais expliquer sur encore du VMware et avec de la base Oracle à côté. Donc le choix c'était le colocaliser. On avait présent GCP, Azure, Oracle, c'est ce qui nous allait bien. On a destiné Oracle pour tout ce qui était base de données. Donc l'usage d'Oracle était spécifié pour les bases de données. Et ça nous a permis d'ailleurs de se dégager des contrats qu'on avait, parce qu'avec Oracle, c'est des fois problématique, les contrats de maintenance, les licences et tout ce qui va avec. En allant dans le cloud, on consomme ce qu'on consomme. Donc du coup, moi j'ai allégé cette tâche-là de gestion de tout ce qui était contrat Oracle, en mettant ça dans le cloud. Aujourd'hui, je suis plus embêté avec, pour une grosse partie avec tout ce qui était licence, maintenance et tout. Je consomme pas, je paye ce que je consomme. Ça, c'était un choix aussi, ça nous a permis de régler ce problème-là. Et donc après, comme on avait un délai d'1 an, on a utilisé GCP qui ont une offre qui s'appelle GCVE, c'est Google Cloud VMware Engine, qui est en fait un vSphere managé par Google. Donc c'est un partenariat qu'ils ont avec VMware. Donc on a monté un GCVE GCP à Francfort. Et là donc on a fait du lift and shift de toutes nos VM qui étaient sur le data center historique, on va dire on-premise, vers ce GCVE. Donc ça nous a permis d'accélérer. Et en étant colocalisé, on a pu interconnecter le GCP GCVE avec l'Oracle qui était juste à côté, puisque en termes de latence, on est entre 2 et 4 millisecondes selon les régions, parce qu'il y a 3 zones, pardon. Donc selon les zones qui sont à Francfort, c'est bien 3 zones distantes de 10 km chacune, au minimum. Et on est entre 2 et 4 millisecondes de latence, donc ça nous a permis de mettre les bases d'un côté, les applications de l'autre sur le GCVE. Donc ça, c'était une partie qui nous a permis d'accélérer. On a utilisé la technologie de VMware qui s'appelle HCX, qui nous a permis de garder, parce que comme on était, à un moment, on était entre deux, on était entre les data centers qui étaient encore, où on n'avait pas tout bougé, et ce qu'on avait bougé côté GCVE dans le cloud. Donc HCX nous permettait de conserver les IP, donc c'était un gain important dans la migration, parce qu'on n'a pas eu à changer toutes les IP, donc tout ce qui était flux autour, tout ce qu'on peut connaître comme service, on n'a pas eu à gérer cette problématique-là. Donc ça, c'est HCX qui nous a permis, donc on a pu accélérer le mouvement pour déplacer nos VM dans le cloud, dans le VMware Manager de Google. Et on a juste changé les interconnexions avec nos bases Oracle. Donc ça, c'était un accélérateur important sur ce qu'on a voulu faire. On n'a pas tout bougé comme ça, il y a des choses qu'on a bougé aussi dans le cloud. C'était un choix qui a été fait en fonction des applications, de la complexité et des délais qu'on avait pour bouger. Puisqu'on parle des technologies VMware, comme j'ai expliqué, les passerelles au début étaient toujours sur le data center, donc une VM qui était dans le GCVE, quand elle voulait discuter avec une autre VM, donc on faisait Est-Ouest au niveau du GCVE, il fallait repasser par la passerelle qui était dans le data center. Et à un moment donné, VMware a mis à disposition un produit qui s'appelle MON, qui permet, quand on est dans le GCVE, aux VM de parler entre elles. Donc la problématique qu'on avait à un moment de latence, parce que le MON n'a pas été disponible tout de suite par rapport à la roadmap qu'on avait, mais on avait des problèmes de latence au début, quand les VM parlaient entre elles, tant qu'on n'avait pas fini de bouger le data center. Donc ça, c'est les technologies qu'on a utilisées. On a utilisé, après on a bougé aussi, comme on l'a dit, on a fermé ce data center et puis on a bougé d'autres applications qui étaient sur d'autres fournisseurs d'hébergement, qu'on a bougé directement dans le cloud, sur l'Azure. Donc on a aujourd'hui, sur la zone Francfort, on a bien du GCP, de l'Azure, de l'Oracle qui sont interconnectés avec un firewall as a service qu'on a pris chez Equinix et qui nous garantit la latence entre ces 3 espaces, ce qui nous permet maintenant, parce qu'on disait cloud privé, ce qui nous permet de choisir le bon produit au bon endroit. Je sais que d'Oracle, je sais où je vais le mettre. Je sais si j'ai besoin de quelque chose de Microsoft, je peux le mettre chez Azure. Et si GCP, qui est notre partenaire principal, eh bien, je sais aller le poser aussi. Et tout ça peut interagir. C'est comme j'ai évoqué tout à l'heure le VPod. La problématique du VPod, en dehors du fait qu'on ait les accès réseau et l'AirBack, c'est que bon, comme on a amené des applications du monde on-premise, on a dû amener tous des services avec, de broker, de TL, d'AD et tout, j'en passe et des meilleurs, de backup et des choses comme ça. Et donc au départ, on les a mis dans le VPod. Et ce qu'on s'est dit, c'est en allant sur une zone colocalisée, on va pouvoir mettre ces services sur un endroit et les distribuer sur tous les CSP. Alors qu'aujourd'hui, on les déploie dans chaque CSP, parce que, comme je vais le montrer sur la carte d'après, je crois, voilà.
Aujourd'hui, notre hébergement Azure est à Dublin, donc est assez loin de chez nous, parce que de Dublin, on passe par Francfort pour revenir à Paris, pour remonter, et ainsi de suite. Donc là, on avait des problématiques, parce qu'il faut savoir que notre Big Data, lui, est hébergé sur GCP. On est parti sur GCP pour le Big Data, justement, parce qu'on avait tous les produits sur étagère. On parlait de BigQuery et autres. On utilise plein de produits, et comme vous expliquez, qu'on ne peut pas développer quand on gère un cloud privé, c'est assez complexe, il faut du temps. Et donc, c'est pour ça l'orientation. Et donc là, on a rapproché, du coup, notre e-commerce du Big Data, en faisant la colocalisation. Donc, petit à petit, on est en train de vider Dublin pour venir sur Francfort. GCP, aujourd'hui, ils sont à Bruxelles, c'est juste à côté. Donc là, je suis en train de mettre un lien direct entre Francfort et Bruxelles. Pareil, ça sera de 4-5 millisecondes. Donc je vais ça va m'éviter de bouger ce que j'ai à Bruxelles sur Francfort. Donc on a fait une zone ici, on va dire en termes d'interconnexion avec des latences assez faibles, et de tous nos CSP. Et ça et donc on a un panel, je dirais, de services assez conséquent, sur lequel on peut s'appuyer en fonction de nos besoins, et des coûts et autres. Donc c'est vraiment un des intérêts de colocaliser aujourd'hui. Donc là, on a une connexion aujourd'hui en termes de réseau. Donc on a un backbone HD à Paris où on a interconnecté les sièges et tout ce qui est cloud. Les magasins, c'est encore un SD-WAN Internet. Les magasins et les warehouses, c'est encore du SD-WAN Internet qui est géré par Orange. Hein. Donc ça, on n'est pas en train de passer sur la fibre, comme on l'a évoqué. Et donc on a toute cette toile, cette interconnexion des différents cloud providers. Donc, où on utilise aujourd'hui tous nos outils de CI/CD, tout est automatisé en Terraform. Donc après, ce que vous avez évoqué, ce qu'on fait sur le privé, on le fait sur le public, c'est le même combat derrière. C'est juste la cible qui change, on va dire. Donc voilà, c'est un peu l'histoire. Et donc on a tous ces VPOD qui sont déployés pour sécuriser et pour avoir le contrôle de ce qui est fait dans le cloud public et éviter des dérapages importants. Et voilà le FinOps. Bonjour à tous. Comme l'a dit Eric, comme l'a dit Étienne, comme l'a dit François-Xavier, une fois qu'on a choisi d'aller dans le cloud privé, dans le cloud public, il a forcément fallu répondre aux besoins de nos utilisateurs. On avait nos cloud providers qui fixaient les règles financières, qui fixaient les règles de fonctionnalité. Donc, on a monté une organisation FinOps, à la fois pour maîtriser les coûts, pour assurer nos financiers, nos managers, nos directeurs, et aussi pour accompagner les équipes qui venaient d'arriver dans le cloud, qui forcément ne connaissaient pas forcément toutes ces règles-là de Google, de Azure. Il a fallu leur expliquer les règles du jeu financières. Le mot facile qui est Pay as you go, que tout le monde comprend, mais une fois que c'est dans la pratique, on se rend compte qu'elle est un petit peu plus complexe, qu'il y a de nombreuses subtilités en termes financiers, en termes d'utilisation. Simplement, à certaines équipes aussi qu'on a embarquées, qui venaient du premise, qui n'avaient pas forcément cette culture de gérer une infra, où là, du jour au lendemain, on leur dit maintenant, vous avez à gérer des serveurs, des machines, du réseau et du stockage. Pour certains, c'était une transformation qu'il fallait qu'on emmène et qu'on embarque avec nous. Donc utiliser des mots simples et en même temps leur dire c'est toi qui as le clic, c'est toi qui simplement en 2 boutons ou en 2 scripts, tu peux gérer toute ton infra, l'éteindre, l'allumer et l'envoyer à Francfort. Et on peut gérer et amener ces équipes-là, éteindre la nuit, éteindre le week-end. Donc avoir des gains à la fois de coûts, à la fois de performance, avec toute cette scalabilité, cette agilité que l'on voulait assurer au sein des équipes. Tout ça pour avoir aussi une vision dictée par nos providers, Google, qui nous apporte toute cette puissance de machines qu'on a à disposition. Répondre aux besoins de la data. On a des équipes côté métier. Avant, on avait un projet qui était entièrement fait, géré par une équipe IT. Aujourd'hui, Google, même Azure, nous propose des outils que le métier peut utiliser directement. Le BigQuery, nous avons des data scientists qui arrivent côté équipe marketing, côté contrôle gestion, côté supply chain, qui
qui sont acculturés eux aussi côté machine. On leur donne la main sans avoir forcément une équipe IT derrière. Et il faut pouvoir aussi les encadrer, leur expliquer ces règles du jeu et les règles du jeu donc de Google et de Microsoft. Les avantages. Et le pro, je pense que la slide, je vais l'enchaîner sans faire une redite si on résume un peu ce qu'on a dit. L'avantage du cloud public en fonction des stratégies que l'on a décidé de notre côté Carrefour, on voulait cette scalabilité infinie, la puissance d'un Google, la puissance d'un Azure, qui est assez appréciable, que l'on peut donc faire monter et descendre à souhait. Ne pas avoir forcément de capacité planning à gérer, d'avoir un environnement sécurisé, donc avec ce qu'a expliqué Eric, avec la partie VPOD, et maîtrisée, et toutes les applications ont cette même règle du jeu. Un catalogue de services, donc bien sûr très large et géré par les providers. Répondre aux besoins du data centric, donc qui a été fortement accéléré avec l'utilisation de BigQuery. Et puis pouvoir donc avoir cette vision de coût. Bien sûr, il y a une réduction des coûts entre l'avant et l'après, une fois qu'on est rentré dans le cloud. De pouvoir gérer, de pouvoir éteindre, d'avoir des environnements éphémères, les allumer, les éteindre. On ne recette pas tous les jours, on ne recette pas la nuit, donc on est dans un environnement de recette, avoir nos auto-shutdowns. Il y a eu des messages sur la partie RSE aussi, oui bien sûr, on pense que côté Google et côté Microsoft, tout ce qui est sustainability est plutôt, ils ont cette avance-là que nous on prend et qu'on prend volontiers. Et donc cette réduction des coûts est aussi de notre côté, participe à la réduction de l'empreinte carbone. C'est un double effet. Voilà. Et puis l'obsolescence managée, avec des VM, des OS qui sont gérés par nos providers. Les inconvénients ou ce qui pourrait nous ralentir ou ce qui pourrait être plus contraignant. Comme l'a dit Eric, nous avons des régions à gérer. Il a fallu monter quand même un espace colocalisé donc autour de la ville de Francfort, où on pouvait trouver nos providers. Nous avons donc des coûts qui peuvent être, qui sont gérés, qu'on essaie de faire gérer par nos équipes produits et nos utilisateurs. Donc bien sûr, côté IT, on donne un peu la main à ces équipes-là, bien sûr, il ne faut surtout pas les ralentir. Mais par contre, il faut aussi leur rappeler qu'il y a un coût derrière et qu'ils puissent le suivre de leur côté. Par contre, nous sommes engagés, une contrainte forte avec GCP, donc on a un fort partenariat avec le Google. On est aussi Azure historiquement par notre plateforme e-commerce. Et puis, pour reprendre un peu aussi ce qui a été dit sur toute la phrase code et toute l'automatisation qui a été mise en place, le cloud nous a permis de délivrer et d'assurer ce time to market, mais on dépend aussi de l'évolution de Google et de Microsoft, qui eux aussi ont leurs nouvelles features et leurs nouveaux déploiements. Ils progressent vite, il faut qu'on suive le rythme et il faut mettre à jour. Ça va être les prochaines étapes forcément, donc on sait qu'on va rentrer forcément dedans. Donc l'infra as code est bien, mais on sait qu'on a des mises à jour à suivre aussi sur cette partie-là. Tout ça, c'est pour assurer notre transformation et notre culture cloud qui est obligatoire aujourd'hui et qui est dans le mindset de Carrefour aujourd'hui à l'IT. Je pense que je passe la main à Pipi. Alors bien sûr, là on est un peu sur la zone où on a les pros et les cons, donc on pourrait discuter sur chacun des points. Il n'y a pas une bonne réponse de notre point de vue. On va discuter après. Bien sûr. En termes de coûts, nous on a pris une stratégie de se dire que c'est plus facile de manager un capacity planning que d'avoir une direction FinOps. Le capacity planning, c'est moins d'une personne chez nous. Donc clairement, on a fait nos calculs. Et quand nous on projette nos coûts d'hommes et d'environnement, c'est-à-dire le coût du réseau, aujourd'hui ça ne vaut plus rien les intercos. Le data center, si on a bien négocié nos contrats, et il se trouve qu'on avait des data centers depuis longtemps, donc on a des coûts électriques qui ne sont pas les mêmes qu'un de vos clients par exemple. Clairement, l'atterrissage du coût des VM, il est moins cher chez nous que sur un AWS ou un GCP dans lequel on commit.
on n'a pas de vendor-locking, on n'a pas de risque de rater un cloud commitment, genre je me suis engagé à dépenser 1 million d'euros, j'ai un projet qui s'est arrêté au milieu, je sais que quand même pour 500 000, je vais quand même je vais devoir quand même dépenser 1 million parce que j'ai dit à Google ou à Amazon que j'allais lui filer 1 million. Dans les points aussi, c'est qu'on connaît notre cloud très bien puisqu'on l'a monté. On peut le troubleshooter depuis le port réseau jusqu'à la VM. Un point juste que je n'ai pas précisé, c'est que gardons à l'esprit quand même que nous, quand on fournit par exemple de l'object storage, on le fait sur du protocole S3. Enfin, on a la volonté d'être le plus proche possible des technologies du cloud. Notre idée, c'est pas d'avoir un truc qui soit où quand on sort de chez VP, on n'a fait que des technos que personne ne connaît. Donc on fait du Terraform. Enfin, malgré tout ça, on essaie d'être le plus proche possible du standard du marché en termes de produits mainstream, quoi. Bon, on n'a pas de topic de Privacy Shield puisqu'on héberge nous-mêmes en Europe. Donc ces enjeux de ma data elle est où, ma direction elle veut tout en Europe, oui, en fait, puisque c'est nous qui avons nos propres DC. Et puis pour attirer de la tech, en fait on arrive à attracter les gens qui aujourd'hui sont curieux de savoir comment ça se passe sous le capot. Et c'est des gens qui généralement progressent mieux chez nous. Et à l'heure où beaucoup de boîtes ont plus de 20 à 25% de turnover sur leur tech, c'est pas si mal de pouvoir dire chez nous en fait on peut aussi, on n'est pas obligé, mais on a la possibilité d'évoluer chez VP et dire tiens j'aimerais bien comprendre comment le cloud que j'ai consommé pendant 3 ans il est fait parce qu'il y a un poste de développeur dans l'équipe qui fait le compute. Mine de rien c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr que dans les conséquences de tout ça, il faut le gérer ce data center, il faut le gérer ce réseau, il faut gérer les OS. C'est clairement un sujet, le maintien en condition opérationnelle, donc tout automatisé, oui, mais à un moment il y a quand même des humains qui doivent aller dans le data center faire des choses, donc ça a un coût. On n'est pas capable de livrer 100 000 VM en une journée. On n'est pas capable de livrer 300 Tera en une journée. Ça c'est clair et net, il n'y a pas de débat là-dessus, et on ne sera pas là pour le faire. Et puis bien sûr, c'est clairement dans les points, on est un petit subset de services par rapport à ce qu'offre un cloud public, il n'y a pas de débat là-dessus. Et on rattrapera jamais les équipes de Google et AWS, ce n'est pas notre enjeu. Et à chaque fois qu'on se lance dans un nouveau développement, bien sûr qu'on se pose la question très longtemps il y a vraiment de la valeur à faire ça ? Ce qui ne va pas être le cas quand on va aller dans un cloud public où finalement on consomme et puis si on s'est loupé, on s'arrête. Et on revient en arrière. On compte sur les équipes, on compte sur les cerveaux. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que dans une équipe, il y a quelqu'un qui s'en va, l'impact il est énorme. Parce que quand je vous dis qu'il y a 60 personnes, vous avez vu le spectre des choses qu'on délivre, bien sûr qu'il y a un enjeu très risqué. Il y a un enjeu il faut s'assurer que dans les équipes, on ait du transfert de compétences et ça fait une partie de nos enjeux du quotidien, de ne pas avoir, de régler le problème du mec qui a le Covid et qui ne peut plus bosser pendant 1 mois. C'est certain. Ça fait partie des choses qu'on a peut-être moins dans le cas où, quand on recrute un ingénieur public cloud engineer, je ne dis pas qu'ils sont remplaçables, mais globalement, ils arrivent sur une ferme de services qu'ils connaissent. Ils ont fait de la AWS chez Leclerc, ils vont arriver chez Carrefour, c'est de la AWS ou du GCP, peu importe, c'est pas l'idée. Mais voilà, là, clairement, chez nous, quand on recrute des profils, on a des postes qui vont rester ouverts pendant 6 mois, parce que trouver un bon NRE, par exemple, trouver quelqu'un qui sait faire du réseau, de l'automation, et qui a envie de pousser là-dessus, il faut se lever très très tôt. Et vraiment, et je vous dis ça parce que c'est un vrai problème aujourd'hui, de trouver des gens qui ont envie d'aller sur ce spectre de compétences, parce que c'est certain qu'aussi sur un CV, c'est moins shiny que d'avoir la ligne comme quoi je suis une star en GCP et en AWS. Il faut se le dire, et c'est pas je dis pas ça, c'est une vérité aujourd'hui. On a pris une strat qui est pas, on va dire, qui est pas à contre-courant, mais en tout cas qui sort un petit peu du lot, mais qui était lié à notre enjeu, quoi. The next, je vous relaisse Carrefour la parole. Alors, on a vu un peu pour Carrefour les enjeux. C'est vrai qu'on est une boîte qui a commencé je dirais dans les années 60 à peu près sur l'informatique. Donc on a des technos qui sont très très vieilles. Et on voulait, on était comme on a expliqué un peu, on est parti du cloud public et privé. On a eu un partenariat avec Google. On a un peu abandonné on a abandonné complètement le privé et on s'est concentré sur le public parce qu'on avait des enjeux de
on voulait aller très vite et des enjeux de rentabilité, de scalabilité et de temps, puisqu'on avait des contrats qu'on devait fermer, etc. Donc on a énormément fait de choses grâce à ça, en fait, à la colocalisation, ce qu'a expliqué Eric sur GCVE, HCX, le MOM, le contrôle qu'on a fait à travers les équipes de FinOps pour que ça ne parte pas dans tous les sens, parce que ça c'est un peu le risque du cloud public. Donc on a réussi à fermer 5 data centers depuis 2019, ce qui est pas mal. Il nous en reste plus que un sur lequel on travaille et qu'on doit terminer de fermer en 2026. Mais on va essayer notre objectif c'est 2026, mais normalement on devrait être peut-être plus rapide que ça et d'être 100% dans le cloud en 2026. Ce qui nous reste, c'est les gros morceaux qui sont plus technologiquement moins cloud compatibles, j'ai envie de dire. C'est les AS400, le ZOS. Alors on a mis ZOS mainframe, mais en tout cas c'est le même petite erreur. Mais donc voilà, c'est des technos où il faut qu'on arrive on est cloud public, on reste cloud public, on reste dans cet objectif-là, et on va faire du replatforming sur la partie mainframe vers le cloud public, et la S400, la même chose. On est en train d'évaluer un petit peu entre ce que Google offre et Azure, avec du SkyTab sur Azure et sur ce qu'a aussi Google, mais qui n'est déployé qu'aux États-Unis pour le moment. Donc ça, on n'a pas trop mentionné, mais on doit rester dans les zones européennes. Donc voilà, donc le reste, on a un objectif on est à peu près à 65% à peu près dans le cloud maintenant de nos applications depuis 2019, donc en 3 ans. Et on a un objectif d'être 100% cloud en 2026. Non, c'est encore vous. Prêt pour le Web 3. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait expliquer. Non, c'est juste rapide. Bah oui, on est aussi des équipes qui travaillent en ce moment sur le Web 3. Donc il faut être cloud ready. Voilà, il y a il y a dans la Sandbox des éléments qui sont en train des NFS qui ont été vendus. Il faut être présent donc sur cette partie-là et il y a eu des événements avec des recrutements, des sessions de recrutement et même des NFT non-act. Donc c'est en train de bouger. On ne dit pas que ça va tout réussir, c'est forcément. Mais on sait que ce monde, cet univers-là, entre le monde physique, le métaverse, on veut mettre un pied dedans. Il faut qu'on soit aussi. C'était aussi juste la parenthèse sur cette partie-là. Et je rends la main, je pense, la suite. What's next chez nous? Dans les années à venir, on a bien aimé résumer nos évolutions en Converge to Sustainable Cloud Services. Donc tous ces enjeux liés à challenger la consommation en fait, parce qu'aujourd'hui on va arrêter de manger les VM comme des Smarties. On est à l'heure où on essaie de faire attention, voilà, je ne vais pas vous apprendre le contexte dans lequel on est, le coût de l'électricité, aussi bien l'état de notre planète, je ne vais pas rentrer là-dedans, toujours est-il qu'on a un vrai axe qui est même plus global chez VP sur l'impact, et nous on doit y participer, donc c'est pour ça qu'on travaille activement à challenger les équipes, quarter après quarter, sur ok, prouve-moi que ton service il est bien configuré et qu'il ne consomme pas une quantité de VCPU, de mémoire, de tout ce que tu veux, qui pourrait être consommé par un copain, et qui ferait qu'à la fin de l'année, on achèterait peut-être 10 machines de moins. Mine de rien, ça fait 10 machines de moins qui sortent de l'usine, etc. Bien sûr, ça va être de compléter notre offre interne que je vous ai décrit, donc en fonction de ce qui va arriver. Là, je n'ai pas de point particulier, je vous en ai déjà parlé. Bien sûr,
vous avez compris, on aime bien challenger notre consommation de cloud public. Aujourd'hui, on fait de l'AWS, aujourd'hui, on fait du GCP. Ça se réfléchit, peut-être qu'on fera plus du GCP, moins du GCP, plus d'AWS. C'est vraiment en fonction de ce que je vous ai expliqué sur notre manière de fonctionner et la tête de les équipes. Et puis, le point, en fait, super limité là. Bref, challenge des équipes. Et puis, je mettais juste de mon point de vue, au point de vue du marché, j'ai un peu le sentiment qu'il y a pas mal de boîtes qui, certaines, alors ça n'a pas l'air d'être le cas de Carrefour, mais qui ont fait une bascule en early adopter sur du cloud et qui commencent à revenir sur du hybride un petit peu pour leurs applications très critiques parce qu'il y a eu à des époques peut-être des problèmes on a tous entendu parler des big failures de certains clouds publics où il y avait tout le monde dans le noir. Je pense que ça a un petit peu réveillé chez certains j'ai peut-être trop mis mes œufs dans le même panier. Est-ce que ça sera toujours le cas? Je ne sais pas y répondre, c'est pour ça qu'il y a aussi un point d'interrogation. Puis il y a toute l'histoire de la data sovereignty qui est quand même très d'actualité et qui, à mon avis, aussi peut être clivant et peut aussi orienter les choix parce que, à un moment, malgré le fait que les données sont en France, par exemple, c'est une boîte américaine et on sait tous les négociations entre l'Europe et les États-Unis, ça met des années et dans certaines sociétés, c'est très structurant ce côté données. Voilà, globalement, les choses de mon point de vue sur comment vont peut-être évoluer les offres cloud et comment les sociétés vont se structurer autour des offres cloud privées et cloud public. Déjà voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions pour nos speakers? Si vous n'en avez pas, on peut... Ok. Moi, je vous global. Merci déjà pour toutes ces infos. J'aimerais bien savoir un peu plus sur le chemin des applications. On a plutôt parlé des stacks d'infra, de hosting. Pour les deux stratégies qu'on voit qui sont quand même très différentes, comment les applis ont évolué? Est-ce qu'on est toujours sur les architectures de 2019 quand on a commencé? Est-ce qu'on est passé sur du microservice? Est-ce que les choix qui ont été faits chez VP sont structurants pour les développeurs? Et j'aimerais bien aussi avoir la réplique côté Carrefour. Alors, pour répondre, chez VP, on a 20 ans, donc on n'a pas du tout encore tout le monde en microservices. On a encore des monolithes, on a encore des applications métiers énormes qui ne sont pas capables d'être déployées via de la CI/CD. Néanmoins, depuis 2017, il y a une volonté du fait aussi que les équipes sont maintenant des équipes produits, elles sont clairement parties sur du microservice, ou alors on peut appeler ça du micro, peu importe, du web service, qu'il soit micro ou pas, et donc avec du déploiement qui va être aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a encore du travail pour initier le déploiement, donc ça va être un petit peu en fonction des équipes. Donc clairement, on a une base de vérité on a un GitLab sur lequel tout le monde a son code. On a une CI/CD qui peut être jouée à travers GitLab, pas de problème. GitLab étant on-prem, vous vous en doutez bien. Et ensuite, en fait, en fonction de l'hébergement technique dans lequel vont être les équipes, donc dans certains cas, ils vont être sur le Kubernetes, dont je vous ai parlé, l'orchestrateur as a service, où là, ça va être potentiellement avec du Helm chart, ça va être potentiellement avec des scripts maison. On a d'autres équipes qui sont encore sur d'autres orchestrateurs type Nomad, où là, ils ont aussi une autre méthodologie de déploiement, mais qui permet quand même aujourd'hui, clairement, aujourd'hui, chez VP, il y a des centaines de déploiements en prod tous les jours, avec des environnements de staging, de pré-prod, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, on est à l'heure où, allez, je sais pas, JB, combien de pourcents de produits sont aujourd'hui avec du déploiement capable de faire tous les jours? Ça représente, je sais pas... 80% je pense. Aujourd'hui, il y a 80% de nos produits qui déploient en faisant un commit et une merge request avec une revue, et puis ça passe en pipeline, et puis derrière, ça joue en fonction de l'environnement dans lequel ils sont, de l'équipe, etc., du passif, ça déploie à la fin et c'est en production. Ça représente 80%, et les 20% qui restent sont bien sûr l'éléphant au milieu de la salle, qui est que on ne peut pas se débarrasser d'un monolithe, d'une grosse DB qui joue plein de choses depuis 20 ans et qui paye les salaires, des choses comme ça, bien sûr. En fait, pour répondre différemment à ta question, ce qui arrive, c'est que les équipes, elles sont hyper autonomes. Je sais pas, tu regardes derrière toi, tu regardes toutes les technos qui sont utilisées chez VP Tech, il y en a vraiment beaucoup. Là, les gens, ils codent comme ils veulent. Ils utilisent vraiment, on a vraiment beaucoup de bases de données différentes. Donc il y a la partie cloud est vraiment, et c'est vraiment stratégique cloud, c'est-à-dire le compute, les services de base, DNS, tout pour faire tourner le réseau, l'IAM, le KMS, etc., ce que tu trouves habituellement.
Mais après, les technos, elles sont, enfin les façons de développer, elles sont très différentes les unes des autres. Il y a plusieurs projets où en fait, notamment, c'est une seule application qui est en fait un front-end pour une quinzaine d'applications, et on a des trucs qui sont des monolithes qui sont là depuis très longtemps. Donc, globalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements sur la façon de développer. Il y a juste des choses qui ont été mal conçues à un moment parce que c'était pas, enfin, le scope a changé. Donc, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui sont partis faire du pur microservice et ils se rendent compte que c'est pas l'endroit où ils auraient dû le faire. Mais c'est vrai que les trucs les plus gênants, c'est vraiment le legacy qui devait être décommissionné. Et puis on connaît, en fait, c'est jamais full décommissionné parce que tu as toujours 5% du business, mais bon, 5% du business, ça reste 5% du business. Donc les sujets, mais aujourd'hui, l'orga est faite, que ce soit une orga produit, tout est déployé, tout est SREisé, il n'y a quasiment aucune tech qui est déployée chez VP qui ne passe pas par VP Tech. Toute la partie qui est innovation, qui est un petit peu différente, elle passe quasiment intégralement par VP Cloud, en tout cas tous leurs nouveaux projets. Donc, voilà, mais il y a très peu de contraintes aujourd'hui là-dessus. Moi, j'aimerais bien rajouter quelques contraintes, notamment j'aimerais bien notamment en poussant plus d'agents Cube, c'est en fait d'avoir un API management pour quasiment tous les produits, juste pour pouvoir faire de la sécu, de l'audit, vérifier de l'authentification, etc. Il y a peu de contraintes sur la façon de coder aujourd'hui. Et ça, c'est assez cool et franchement, les développeurs, ils aiment bien, même si moi, j'aimerais bien de temps en temps leur dire non, vous arrêtez de coder dans ce langage obscur. Mais bon, tu vois, t'as quoi, 800 personnes, on a dit 50% de développeurs à peu près, donc t'as quand même 400 développeurs, forcément t'as plein de technos différentes. Merci. Et côté Carrefour. Côté Carrefour, après on va dire qu'il y a deux pôles côté Carrefour. On a la partie on va dire e-commerce digital, donc c'est un peu le modèle VP. Donc là, c'est les premiers qui sont allés dans le cloud. Et là, on a demandé d'aller sur les nouvelles technologies. Quand je parlais de VPod tout à l'heure, on a créé aussi une plateforme qui s'appelle le CAS. C'est les conteneurs de service, mais on a sécurisé l'utilisation des conteneurs sur la plateforme. Et donc, on a poussé sur la partie Carrefour FR, donc qui est plus web, on va dire, on a poussé les nouvelles technologies. C'est là qu'on a commencé le CI/CD, on a beaucoup de microservices, on utilise toutes ces containerisations. Donc, sur cette partie-là, je dirais digitale, on est dans le modèle, on va dire, d'amélioration continue en utilisant les dernières technologies. On regarde à faire du no-code maintenant, et compagnie, low-code, no-code, tous ces trucs-là qui arrivent sur les clouds, entre autres. Et après, on va dire, le back-office, tout ce qui nous permet de gérer aujourd'hui les magasins, qui existe depuis que les magasins existent. Je crois que les applications qui ont 20 ans, donc ces choses-là, c'est très compliqué à refondre et en faire d'un monolithe, le couper en X microservices. Donc on a bien ces deux pendants. Le digital, où on est là quand même plutôt sur les nouvelles technologies, et cette partie back-office, gestion magasin, entrepôt et siège, où c'est plutôt encore beaucoup de monolithes. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaye, puisque comme on nous a donné comme mission, nous, de vider les data centers, on essaye de les amener dans le cloud, mais c'est plutôt du IaaS. Aujourd'hui, on fait du IaaS, donc c'est pas du VMware, mais on fait du IaaS. Quand on peut, on fait du PaaS. Et par contre, ce qu'on a dit, c'est que, comme on veut être cloud public, on utilise le SaaS aussi. En fait, nous, ce qu'on regarde, c'est d'abord, on regarde si ça peut aller dans du SaaS, pour ces gros monolithes. Il y a plusieurs modèles d'applications qu'on a passé dans le SaaS directement. Parce que comme on l'a dit, aujourd'hui, la DSI Carrefour, c'était 1700 personnes, je crois que j'ai vu le chiffre tout à l'heure. 1700 personnes. Pourquoi ? Pour opérer tous ces monolithes qui sont dans les data centers. Et on s'est rendu compte que si on allait sur des services managés, même si au départ la migration paraît plus chère, au long terme, on est gagnant sur les services managés, parce qu'on peut alléger les charges en termes d'opération sur les équipes au niveau de la DSI. Donc on a cette politique, c'est de dire, d'abord on regarde si c'est du SaaS pour les monolithes. On regarde si c'est du SaaS qui correspond à nos besoins. Dans ce cas-là, on va voir combien ça peut coûter et le coût de la migration. Après, on a dit on fait du conteneur et du PaaS. Donc ça, c'est une logique aussi. Le IaaS, c'est vraiment quand on n'a pas d'autre solution. Donc c'est un peu comme ça pour chaque application, on se pose la question, est-ce qu'il y a du SaaS ? Est-ce qu'on peut en faire du conteneur et du PaaS ? Ou est-ce qu'on est obligé d'aller sur du IaaS parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la solution ? Donc ça, c'est en dehors je parlais du GCP dont j'ai parlé du VMware, qui est un cas spécifique pour un data center. Le data center qu'évoquait François-Xavier tout à l'heure qu'on vide, lui, par contre, il n'ira jamais sur du VMware. Le VMware, ça nous a permis d'accélérer ce qu'on avait obligé d'avoir une année pour migrer un data center avec de l'Oracle, de l'Exadata, un peu toutes les technologies qu'on peut connaître en data center. Et voilà, c'est ça, nous passe.
CAS, PAS, non, SAS, CAS, PAS et IaaS en dernier. Voilà, donc les monolithes, c'est du IaaS. Et je dis, il y a bien deux choses. Il y a bien le back-office, parce que les magasins, la gestion des magasins et des entrepôts et tout ça, c'est assez complexe à changer. C'est tout ce qu'on a, d'ailleurs, comme on évoquait, tout ce qui est S400 et autres Z, c'est tout le back-office magasin. C'est plus de, à mon avis, plus de 2000 et quelques magasins qui, tous les jours, envoient toutes les données des caisses, envoient tout. On le remonte aujourd'hui dans la partie Big Data, dans le cloud, mais le cœur du métier, il est encore là. Le cœur du métier de Carrefour, des magasins, il est encore sur des infras, des applications monolithiques.